C'est qu'on va commencer par écouter, madame, les dames à l'honneur, Sylvie Ratier qui va nous, présenter un petit peu une approche un peu juridique de ces plateformes. Merci. Merci. Mais je remercie tout d'abord toute l'équipe de Culture et Santé de nous permettre de nous exprimer sur le sujet de l'ubérisation. Quelle éthique pour les plateformes de santé? Sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais comme à vous tous, j'ai cru comprendre. Donc ce sujet est en effet au cœur des préoccupations actuelles et mon propos sera celui des plateformes d'intermédiation algorithmique en santé, autrement dit, plus communément, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Alors je vais prendre le partage d'écran. Hop. Voilà. Voilà. Quoi de plus anodin que de prendre un rendez-vous chez un professionnel de soins? Pour le faire, ma grand-mère se rendait directement au cabinet de son médecin. Ma mère utilisait son téléphone analogique et ma nièce de 20 ans utilise son smartphone. Donc, elle utilise une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, comme la moitié des Français aujourd'hui, et tout comme ma mère et ma grand-mère qui maintenant lui demandent, elle aussi, de lui prendre ses rendez-vous. Simple, rapide, efficace, ma nièce prend rendez-vous en quelques secondes dès qu'elle en a besoin. À première vue, cette nouvelle façon de prendre un rendez-vous chez un professionnel de soins semble tout simplement liée à l'évolution des technologies. Et pourtant, pour permettre ce rendez-vous, la plateforme va avoir besoin d'informations sur ma nièce. Donc son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone de sécurité sociale, puis le motif de sa consultation médicale, puis l'urgence ou non de sa demande, puis l'orientation vers praticien ou tel autre. Ensuite, la plateforme va conserver la trace de tous ses rendez-vous médicaux. Avec quel professionnel, quand, comment, pourquoi. Elle va stocker les résultats des examens aussi, les clichés radio. Elle va pouvoir archiver les ordonnances. Et même aujourd'hui, elle peut permettre une téléconsultation. Tout cela sans avoir reçu aucune autorisation de pratiquer la médecine. Tout cela avec comme seul cadre le code du commerce et les règles applicables à n'importe quelle autre plateforme de service en ligne. Les problèmes alors apparaissent rapidement. Le devenir des données collectées par la plateforme tout d'abord, avec les risques liés à la confidentialité des données médicales, avec les risques liés à leur exploitation à des fins commerciales, avec les risques liés à la cybersécurité. Le devenir des professionnels de soins ensuite, qui ont confié les yeux fermés les clés de leur cabinet médical ou de leur établissement hospitalier à une plateforme commerciale à travers la gestion de leurs agendas. Le devenir des États aussi, qui sont en train de confier à ces plateformes la mise en œuvre de la santé publique et la coordination des soins sur leur territoire sans aucune contrepartie. Le devenir des patients, enfin, qui accèdent gratuitement aux services des plateformes, mais nous le savons bien tous, vous et moi, que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Dès lors, comment ces plateformes ont-elles pu s'imposer dans la relation particulière qui se noue entre un patient et un professionnel de soins? Quelles conséquences cela va-t-il avoir sur la relation si particulière, rencontre de deux vulnérabilités établies dans le secret du colloque singulier? À l'image d'une plante exogène, les plateformes ont réussi en un temps record, moins de 10 ans, pour ce qui concerne les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, à coloniser un secteur d'activité qui, a priori, leur était hostile. La relation entre un patient et son professionnel de soins est encadrée par des règles particulièrement protectrices, propres à générer la confiance nécessaire aux soins. L'éthique médicale et la déontologie sont largement relayées dans le droit positif. La protection de la personne humaine, vulnérable de surcroît, de sa dignité, sont lourdement organisées en France. La France dispose en effet d'un arsenal juridique propre à assurer aux patients des droits extrêmement protecteurs et le place à l'abri des appétits mercantiles de tous ceux qui voudraient s'affranchir des règles professionnelles. Traditionnellement, la relation entre un patient et son professionnel de soins est directe et ne requiert aucun intermédiaire. Cette relation vise à répondre aux besoins médicaux du patient et se place hors commerce. Pourtant, les plateformes d'intermédiation commerciale ont pu s'implanter dans ce secteur sans aucun souci. Nous allons voir pourquoi. Mais en tout premier lieu, les patients qui ont saisi cette chance de regagner le pouvoir sur leurs praticiens. En effet, ils ont compris très vite que grâce aux outils numériques,
Ils peuvent avoir des informations sur la pathologie dont ils souffrent ou dont ils se croient atteints. Ils ont assimilé également qu'ils peuvent choisir un professionnel spécialement sélectionné pour eux parmi les centaines de référencés sur la plateforme ou sur les plateformes. Grâce aux outils numériques, ils sont devenus autonomes. Les professionnels de soins ensuite, qui ont bien compris eux aussi que les plateformes d'intermédiation sont un formidable booster de notoriété. Je mets tous ces mots entre guillemets, c'est quand même important. Donc, dans un secteur qui bannit la publicité et la concurrence, cela représente un avantage indiscutable. Ceux qui restent cramponnés à leur éthique n'auront d'autre choix que de suivre le mouvement. Ils devront faire pareil ou se résoudre à disparaître, car ils seront devenus invisibles de leurs patients. Pas de présence virtuelle, pas d'existence réelle. La France, ensuite, et les États. Donc la France particulièrement soucieuse de l'accès aux soins de sa population, mais en même temps soucieuse de son PIB, de sa compétitivité, de sa présence parmi les nations qui comptent dans l'industrie de l'e-santé. Il faut donc favoriser l'accès au numérique. Il convient de plébisciter l'e-santé pour moderniser un système de soins obsolète et incapable de répondre aux défis contemporains. En effet, l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population, l'émergence des maladies environnementales et aujourd'hui des pandémies demandent des nouvelles stratégies et de nouveaux outils. Les plateformes d'intermédiation promettent un réel accès aux soins pour les patients et une solide coordination des professionnels de soins. Notre pays accepte, d'autant qu'il est incapable de mobiliser les fonds publics nécessaires à cette transformation de son système de soins. Il accepte donc bien volontiers l'aide des plateformes privées. Tout cela en contrepartie de bien maigres garanties. En effet, les réglementations existent, tant au niveau européen qu'au niveau français, mais elles ont du mal à concilier, d'une part, le développement des plateformes qui suppose des règles souples, c'est ce qu'on appelle le droit souple, et une limitation des entraves juridiques, et d'autre part, la protection des clients des plateformes, et là on parle bien de clients. Ces réglementations peinent à contenir des plateformes dont les modèles économiques et juridiques sont particulièrement voraces. L'actualité nous en donne tous les jours des exemples plus frappants les uns que les autres. En effet, même si le droit commercial est armé pour lutter contre les positions dominantes et les monopoles, la réalité est tout autre. On voit bien le monopole de fait d'Amazon sur le commerce mondial au détriment des petits commerçants. C'est un très bon exemple de cela. Donc ces outils sont encore plus inadaptés dès qu'on essaye de les utiliser dans le domaine de la santé. En effet, le droit de la concurrence est inopérant dès qu'il s'agit de protéger un patient. Il peut simplement tout au plus protéger un consommateur, et encore, cela reste difficile. Ce qui rend la tâche particulièrement difficile, que ce soit sur le terrain de la concurrence ou du commerce ou de la santé, c'est précisément le modèle économique des plateformes d'intermédiation. Comme leur stratégie de développement est basée sur la croissance rapide et non sur la rentabilité à court terme, les plateformes d'intermédiation s'adressent directement à leurs cibles, donc qu'elles soient offreurs ou demandeurs de services. Plus les cibles acceptent les plateformes et utilisent les plateformes, plus les plateformes grandissent et plus elles deviennent incontournables et s'imposent par défaut. Les plateformes deviennent alors ingérables. Comme elles ont le pouvoir, les États peinent à les contenir car il est trop tard. Elles occupent le terrain. Elles ont su s'acclimater très bien, très vite et très largement. Il apparaît alors que le développement des plateformes n'est en rien la conséquence logique du développement des technologies. Le développement des plateformes n'a rien à voir avec l'évolution ou avec la modernité. Au contraire, le développement des plateformes relève de la prédation, de l'abus de position dominante. En tout cas, c'est les idées que j'essaye de développer. La plateforme, ce n'est pas un organisme vivant. Si la comparaison avec une plante que j'ai commencé à faire en début d'intervention est intéressante pour comprendre comment elle se développe et s'adapte à un environnement hostile, à un nouveau écosystème, la comparaison doit s'arrêter là. La plateforme est un outil et non une fin en soi. Comme tous les outils, elle peut se révéler être bénéfique ou néfaste. Dans le domaine de la santé, les plateformes sont porteuses d'espoir, très grand. La puissance des algorithmes sur lesquels elles reposent est vertigineuse. Leur capacité à adapter l'offre à la demande est si fine et si précise qu'il serait absurde de les repousser au seul motif qu'elles peuvent être mal utilisées. Les plateformes d'intermédiation sont des outils puissants, redoutables de performance, qui doivent être utilisés à bon escient.
pour utiliser une nouvelle image. Elles sont comme les antibiotiques, une image que vous connaissez tous. Utilisées à bon escient, les antibiotiques permettent de protéger les populations. Utilisés à tout va, dans le seul intérêt commercial de leurs fabricants, ils permettent le développement d'antibiorésistance qui les vident de tout intérêt et donc de tout effet, au détriment des humains qu'ils étaient censés protéger. Pour que les plateformes d'intermédiation en santé puissent être des outils au service des patients, des professionnels de soins et des systèmes de soins, il convient donc qu'elles soient utilisées à bon escient. Dans le cas contraire, elles risquent bien de réduire à néant cette relation patient-praticien ou en tout cas de la transformer en relation commerciale. Pour éviter cela, il suffirait juste de modifier les pratiques d'utilisation des plateformes en santé, en obligeant les propriétaires de ces plateformes à respecter des règles applicables aux activités médicales. Si les propriétaires des plateformes ne sont pas des soignants, il n'en demeure pas moins qu'ils participent aux soins, qu'ils prennent part aux soins. 2 solutions sont alors possibles. La première, c'est les écarter purement et simplement au motif d'exercice illégal de la médecine et donc de se priver du service des plateformes dans le domaine de la santé. La seconde, plus réaliste sans doute, serait de les encadrer avec des obligations voisines aux obligations des médecins. Cela reviendrait alors à reconnaître et à accepter à sa juste place l'intervention des plateformes d'intermédiation dans la médecine du XXIe siècle. Cette construction juridique, à l'image de celle qui existe en matière de presse, permettrait de coller, si j'ose dire, aux propriétaires des plateformes les mêmes obligations auxquelles sont tenus les médecins vis-à-vis des patients. Ainsi, les patients bénéficieraient des mêmes droits vis-à-vis des médecins ou des plateformes. Donc, imposer à ces propriétaires de plateformes une dose de respect des 3 grands principes hippocratiques, qui sont le respect du secret médical, le respect du patient et le respect de la bienfaisance, permettrait de faire de l'outil plateforme d'intermédiation un outil au service du soin, de la relation patient-praticien, de l'humain au final. Soumettre ces propriétaires de plateformes aux mêmes obligations que les médecins, les sanctionner lourdement pour toute violation de ces principes constitue la seule manière de modifier leurs pratiques. L'approche digitale nécessaire à l'évolution de notre système de soins, pour moi, ne pourra se faire qu'en propulsant Hippocrate au XXIe siècle. Voilà. Je vous remercie et j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup, Sylvie. Une question immédiate, là, je réponds du tac au tac. En paraphrasant Benjamin Bayard de la Quadrature du Net, est-ce que le succès de ces plateformes ne répondent-ils pas à une attente de la population et n'est pas que uniquement un braquage ou une prédation, c'est aussi une réponse à une demande qui n'est pas qui existe. Oui, tout à fait. En tout cas, pour moi, oui, tout à fait. Et c'est justement parce qu'il y avait une attente forte, autant des systèmes de soins que des professionnels, que des patients, il y avait un vide, en fait, sur lequel les plateformes se sont positionnées. Mais après, la plateforme en elle-même, elle n'est pas... Enfin, on a vu qu'elle a un modèle économique qui est particulier, qui est basé sur la prédation, mais effectivement, une fois encadrée, on peut tout à fait faire qu'elle réponde aux besoins qui sont exprimés, autant par les patients que par les professionnels, que par les systèmes de soins, de coordination notamment, sans pour autant avoir des effets dévastateurs. Mais effectivement, oui, elles sont arrivées parce qu'il y avait un vide et parce qu'elles ont répondu, ou en tout cas, elles ont su utiliser un vide et même agrandir ce vide pour amener la réponse adéquate. D'accord.